On parle des élections municipales. Le scrutin a lieu dimanche. Eh bien, le coût de l'organisation de ces élections qui devrait dépasser, tenez-vous bien, les 200 millions d'euros. Et la facture enfle année après année, en tout cas scrutin après scrutin. Bonjour Thierry. Bonjour. Thierry Fabre, rédacteur en chef au magazine Challenge. Je ne me rends pas compte, 200 millions d'euros, c'est beaucoup ou pas pour un scrutin municipal? Alors j'ai regardé, c'est à peu près le même coût pour les municipales, les législatives et la présidentielle. Finalement, ces scrutins-là sont autour de 200 millions d'euros. Alors, est-ce que c'est beaucoup? C'est le prix de la démocratie. Ça a un coût, évidemment, d'organiser ces élections, surtout que celles-ci sont organisées dans 35 000 communes. Mais si on les rapporte aux dépenses publiques, aux 1600 milliards, c'est peanuts, comme vous dites. Mais donc, en soi, je pense que ce n'est pas un problème d'investir 200 millions pour avoir des élections démocratiques. Ce qu'il faut regarder, c'est leur évolution. Oui. Et c'est ce qu'on a regardé en détail. Plus 28% par rapport au dernier scrutin municipal de 2020. C'est ça. Donc il y a quand même un fort dérapage de ces dépenses, avec certaines explications. Il y a un coût de la sécurité qui a augmenté, avec notamment l'insécurité, beaucoup de permanences vandalisées. Donc on s'est dit qu'il fallait mieux protéger les élus. Il y a cette loi aussi, Paris-Lyon-Marseille, qui a changé le mode de scrutin. Auparavant, donc on va voter 2 fois, alors qu'auparavant c'était une seule fois. On élisait les conseillers d'arrondissement. Maintenant, on élit dans ces 3 villes directement les conseillers municipaux, ce qui est plus démocratique. Donc directement, on va élire le maire de ces grandes villes, mais c'est un double scrutin, donc ça coûte un peu plus cher. Et puis il y a le prix de l'acheminement de ce qu'on appelle la propagande électorale, qui a beaucoup augmenté. Oh, la propagande électorale on appelle ça comme ça, la propagande électorale. Et ça a beaucoup augmenté, donc c'est via la Poste. On avait tenté des acheminements par des boîtes privées il y a 6 ans. Ça avait été une catastrophe, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Non. Il y a eu beaucoup de problèmes d'acheminement. Donc l'État s'est dit qu'on restait avec l'opérateur public, la Poste, mais le coût a pas mal dérapé en 6 ans. Donc voilà, Comment c'est ventilé ces 200 millions? Parce que là, vous avez dit la sécurité, l'acheminement, etc. Quelle est la proportion, le prorata de... Alors le premier poste... les gros postes, quoi. Le premier poste, c'est le remboursement des dépenses des candidats. Qui est 70 millions d'euros. Après, c'est l'acheminement, la sécurité de mémoire. Mais en tout cas, le premier poste, c'est les dépenses des candidats. Et justement, on s'est penché, nous, sur ce remboursement des dépenses. On appelle les frais de campagne. C'est quoi les frais de campagne? C'est tout ce qu'on dépense dans le cadre de la campagne. Exactement. Donc, les réunions, la communication, les envois de communication par courrier, par SMS, etc. Profession de foi. Voilà. Le problème de ces dépenses, c'est qu'on considère que le système est assez incohérent. On s'est beaucoup inspiré d'une note de René Dosière, de l'Observatoire de l'éthique publique. Et il explique bien que ce système est assez bizarre, puisque pour les petites villes, et majoritairement ce sont des petites villes, on rembourse très peu, voire rien. Le seuil, c'est 9 000 habitants. 9 000 habitants. En dessous de 9 000 habitants... Au-dessus déjà, commençons par au-dessus. Entre 1000 et 9000 habitants, on rembourse une partie de ce qu'on appelle les frais de communication. Donc, mais en dessous de 1000, on ne rembourse plus rien. Donc on a eu des exemples de témoignages de maires qui nous ont quand même expliqué leurs difficultés, notamment un maire qui était en dessous de 9000 habitants, à 8900. Bon, il a dû quand même débourser pas mal de sa poche, alors qu'il pensait être remboursé. Ce ne sont pas des sommes énormes dans tout ça, mais ça a quand même un petit souci, une espèce de fracture territoriale qui existe entre les toutes petites villes où ils doivent se débrouiller un peu tout seuls et les plus grandes où là c'est l'État qui prend en charge jusqu'à 47% des frais de campagne. Mais souvent la moitié des frais de campagne sont remboursés. C'est ça, mais ce qu'on a constaté, c'est que souvent les candidats se mettent à ce seuil-là. C'est-à-dire qu'ils ne dépensent pas énormément pour être quasiment intégralement remboursé. Voilà, c'est le problème qu'on a noté, parce que même si les frais ne sont pas énormes, on n'est pas dans les dépenses parfois somptuaires des présidentielles avec des énormes meetings, etc. Mais quand même, ça peut être un problème pour les petites villes. Et dernier point, c'est que certains nous faisaient remarquer qu'il y a 68 communes, je crois, où il n'y a pas de candidats. Il n'y a plus personne. 68 Oui, 68. Sur 36 000.
Vous allez dire, c'est pas énorme, Non. mais c'est quand même, il y a un problème quand même de crise des vocations dans un certain nombre de communes. Et certains nous ont remarqué que bon, si l'État quand même remboursait ne serait-ce qu'une partie des frais de campagne, peut-être que ça pourrait susciter un peu plus de vocations. Ça coûterait combien de rembourser tous les candidats qui font plus de 5%? On ne l'a pas dit, hein, les frais de campagne sont remboursés, plafonnés, pour les candidats qui font au moins 5%. C'est ça. On ne l'a pas dit ça. Oui, c'est ça, donc c'est important de le dire. Ouais. Et pas dans les villes de moins de 9000 habitants. Ça coûterait combien, j'aurais ma question, de rembourser tous les candidats qui font plus de 5%? Dans votre papier, vous parlez de 70 millions d'euros. On dit que c'est pas non plus... Non, les 70 millions d'euros, c'est ce qu'on rembourse actuellement. Ah, c'est actuellement. Ouais, c'est actuellement. Il n'y a pas de chiffres et d'estimation sur ce que ça coûterait de façon supplémentaire. Moi, je pense que s'il y a un système à changer, c'est plutôt prendre en compte les dépenses des petites villes, des petits candidats, parce qu'on a vu que pour les plus grosses, le reste à charge est extrêmement faible. René Desière l'a calculé, il est quasiment inexistant. Donc le coût, il est essentiellement pour l'État. Et pas pour les candidats. Donc je pense que s'il y a un système à améliorer, c'est plutôt de rembourser dans les petites villes, même si c'est des petits frais de campagne. Réduire l'inégalité de traitement finalement, dans les remboursements de frais de campagne entre ceux qui sont dans les grandes villes ou des villes au-delà de 9000 habitants et les autres. Non, il y a une espèce de fracture territoriale qui est pas très saine. Et c'est l'historique de ce système et qui fait que s'il y a quelque chose à changer, je pense que c'est la réforme à faire. Des candidats qui font attention, vous avez créé, il y a une enquête là-dessus, des candidats qui font attention à leurs dépenses de campagne, notamment dans les petites villes, évidemment. Mais même dans les grandes, quand on a interrogé un certain nombre de candidats, notamment on a vu les dirigeants de la campagne de Pierre-Yves Bournazel à Paris, ils nous ont bien expliqué comment ils faisaient. On voit bien qu'ils essayent de ne pas déborder pour justement... On est en centaines de milliers d'euros quand même là. Oui, c'est ça, donc c'est centaines de milliers d'euros. Vous voyez, les quelques chiffres qu'on donne pour la précédente campagne en 2020, on a regardé les dépenses de Pierre Urmic à Bordeaux, de Édouard Philippe au Havre et de François Bayrou à Pau. Ce sont des dépenses autour de 200 000 euros. C'est pas non plus des montants gigantesques. Dont la moitié est prise en charge donc. Alors, c'est effectivement, là, en l'occurrence, la moitié est prise en charge. Il y a quelques cas particuliers. C'est intéressant de voir ce qui s'est passé au Havre avec Édouard Philippe. Ouais. Édouard Philippe, lui, il a sorti 0 de sa poche. Comment c'est possible? Il y a la moitié des frais de campagne. Non, mais en fait, parce qu'il a fait un appel aux dons. Ah. Voilà. Et donc, les gens ont été très généreux avec Édouard Philippe. Donc, il a eu plus de 240 000 euros de dons. Donc, il n'a pas eu de remboursement de l'État, mais il n'a pas eu à débourser. Il a même eu un excédent par rapport aux dépenses, une trentaine de milliers d'euros. Pourquoi il n'a pas eu d'aide de l'État pour le coup? Parce qu'en fait, ces dépenses ont été prises en charge par le privé. En fait, c'est pas lui qui a avancé. La moitié a été prise en charge par le privé. Non, alors lui, c'est un cas particulier. Pardon, oui, que je comprenne bien. Qu'on comprenne bien. Bien sûr, détaillons. Le privé, les dons lui a apporté plus de 200 000 euros. Avec ces 200 000 euros, il a dépensé. Mais comme l'argent est venu du privé, de l'extérieur, et pas de sa poche, l'État n'a pas remboursé. Ça a coûté zéro contribuable. Ça a coûté un petit peu quand même parce que, vous savez, les dons sont défiscalisés. Il y a 66% des dons qui sont défiscalisés. Donc il y a un coût fiscal quand même pour l'État. Oui. Simplement, ce qui est intéressant dans le cas d'Édouard Philippe, c'est qu'il a eu plus d'apports, de dons, que de dépenses. Il a eu à peu près 30 000 euros d'excédent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû le reverser aux associations, parce que la législation est bien faite. Elle interdit que, justement, le candidat garde pour lui cet excédent pour éviter tout enrichissement personnel. Et donc, en le donnant à des associations, il a pu équilibrer ses comptes dans le bon sens. La conclusion sur le coût de ces élections municipales, c'est qu'au final, il y a un dérapage quand même en termes de coût, même si, dans l'absolu... Alors, c'est pas, si vous voulez, c'est pas là qu'on fera des économies à l'échelle des dépenses publiques. Donc il faut voir effectivement pourquoi ça dérape et éviter que ça dérape encore plus. Et je pense rétablir l'équité du système, c'est la priorité. C'est un scrutin très décentralisé, donc c'est vraiment bien que l'État aille aider tout le monde. On a gardé notre système avec nos nombreuses communes. C'est un cas 36 000 communes. Voilà, 35 000 communes, c'est un cas unique en Europe. Bon, mais si on garde, soit on les pousse à les fusionner, mais si on les garde, autant permettre à ceux qui font campagne de faire véritablement campagne dignement. La une du magazine Challenge. Ce sont les zones de crise
la guerre en Iran a énormément de répercussions et on s'est intéressé évidemment aux répercussions régionales, mais également dans les grandes économies pour voir l'impact que pouvait avoir la flambée du prix du pétrole et donc cette potentielle nouvelle crise. Donc on fait une étude régionale assez détaillée. À lire donc dans le magazine Challenge. Qui sort demain. Merci Thierry. Merci beaucoup. Thierry Fabre, rédacteur en chef donc à l'Hebdomadaire. À bientôt. Merci.